Et donc Poutine annonce sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine en 2025. Vous nous en dites plus, Jordan Olivier? Oui, c'était lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier. C'était à Moscou. Le président russe est revenu sur sa rencontre avec Robert Fico, le Premier ministre slovaque. C'était dimanche au Kremlin. Beaucoup de sujets ont été évoqués, notamment la possibilité pour la Slovaquie de jouer un rôle majeur dans la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un rôle de plateforme en vue d'un accord de paix. Je vous propose d'écouter cet échange assez intéressant. C'était en conférence de presse entre un journaliste russe et justement Vladimir Poutine. Écoutez. Nous entendons de plus en plus de déclarations et de spéculations venant de l'étranger, selon lesquelles le conflit en Ukraine pourrait prendre fin dès l'année prochaine et tout le monde se demande comment. Que Dieu vous entende. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine. En ce qui concerne le lieu des négociations, oui, Fico a dit qu'il serait heureux de les accueillir dans son pays. Nous n'y sommes pas opposés, pourquoi pas, puisque la Slovaquie adopte une position neutre. À notre avis, cette neutralité est une option acceptable pour nous. Voilà pour cette déclaration de Vladimir Poutine. Il est important quand même de rappeler que Robert Fico est l'un des rares dirigeants européens à rester proche du Kremlin. La Slovaquie a d'ailleurs stoppé son aide militaire à l'Ukraine. Fico reproche à Kiev de mettre en péril l'approvisionnement de son pays en gaz russe, dont la Slovaquie est évidemment très dépendante. Cette beaucoup, Jordan. On reparle ensemble dans un instant, puisqu'il y a aussi les déclarations de Sergueï Lavrov qui vont nous intéresser. Mais on va d'abord s'arrêter sur cette première épaisseur du dossier. La crédibilité d'une telle déclaration. Parce qu'après tout, l'hypothèse de négociation pour 2025, elle avance à vitesse grand V en ce moment, à coup de déclaration même de Donald Tusk, encore le Premier ministre polonais, il n'y a pas si longtemps, qui parle de négociation dès l'hiver. Oui, en fait, il y a un double effet accélérateur de ces préparations de négociations. Le premier, c'est évidemment l'élection de Donald Trump. Et celui-ci ayant dit qu'il souhaitait mettre fin au conflit, les Européens se disent il ne faut pas que ça se fasse sans nous. Et donc chacun avance ses pions pour essayer de prendre une place dans le dispositif. Et puis, il y a le président Zelensky lui-même qui explique qu'il y a un moment où il va falloir discuter. Il a même laissé entendre, ce qui est nouveau, que l'Ukraine ne devait pas espérer reprendre tout de suite la totalité des territoires qu'il a perdus depuis 2014, d'abord avec l'annexion de la Crimée, puis depuis l'invasion de 2022. Et donc, effectivement, comme il y a une atmosphère de négociation, mais sans que les rôles soient clairement déterminés encore, chacun essaye d'avancer ses pions. Est-ce que vous voyez une évolution, vous, Xavier de Giacomoni, dans le discours de Vladimir Poutine? Moi, j'ai quand même la sensation qu'il continue de dire qu'il veut tout, absolument tout et à ses conditions. Moi aussi, j'ai la sensation que Vladimir Poutine ne parle absolument pas de négociation, il parle de capitulation pure et simple de l'Ukraine. Alors évidemment, il pourrait y avoir un gel de la ligne de front, mais à peine un cessez-le-feu. En fait, on parle même vraiment pas de paix, mais dans l'esprit du Kremlin, c'est très clair, geler le front pour plus tard, très très vite, continuer à grignoter l'Ukraine, peut-être de manière plus politique, comme la Russie le fait depuis 2004, en essayant d'installer un président à elle, un président sous influence du Kremlin à la tête du pays, évidemment après le départ de Volodymyr Zelensky. Alors, autre analyse un tout petit peu différente de Pascal Boniface que je vous soumets, c'était hier sur ce plateau. Il dit que tout le monde est en train d'évoluer. En fait, il estime que la Russie évolue, mais l'Ukraine dans le même temps, dans un quasi même mouvement. On va l'écouter, regardez. On est un peu dans le money time quand même. Tout le monde sait que Trump va arriver au pouvoir bientôt, que d'ores et déjà, la simple annonce du fait qu'il a été élu, qu'il va prendre le pouvoir, a modifié la position ukrainienne, et qu'on sait très bien que l'équation de la fin des combats a complètement changé avec la perspective d'un arrêt brutal de l'aide américaine à l'Ukraine, qui fait que Zelensky, qui voulait ni négocier avec Poutine, est maintenant prêt à le faire, et qui ne voulait jamais signer un accord tant qu'il n'aura pas récupéré tous les territoires perdus depuis le début de la guerre, y compris la Crimée, dit maintenant que on peut négocier sans ces territoires et que... Oui, Yael. Il faut se méfier un petit peu du jeu de Poutine dans ce money time dont parle Pascal Boniface, parce que les mots ont un sens. Zelensky parle de paix, mais de paix par la force, de paix armée, avec dans la zone tampon qui serait créée en cas de cessez-le-feu, des troupes européennes au sol qui seraient présentes. Donc on n'est pas du tout dans l'idée que chacun vient signer tranquillement un accord, un armistice, je ne sais quoi. Non, paix par la force, paix armée, les mots ont un sens. Et Zelensky, il attend
évidemment que les Occidentaux continuent à l'aider massivement jusqu'au bout. Alors là, chacun a ses buts de guerre dans cette histoire. Poutine, il joue aussi sur la faiblesse de certains maillons de l'Union européenne. On pense à la Hongrie et là aujourd'hui à la Slovaquie. Robert Fico, étant très attaché aux livraisons de gaz pour son énergie qu'il n'a pas lui-même, qu'il ne peut pas produire, donc qui vient de Russie, qui transite par l'Ukraine. Or, l'accord va s'arrêter. Accord qui durait depuis 3 ans, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce qu'essaie de faire Fico en position un peu de vassal vis-à-vis de Poutine, de lui montrer, regardez, je suis de bonne composition avec vous, donnez-moi encore de l'énergie. Donc c'est quand même vraiment, comment dire, pas tomber dans le panneau, quoi. Parler de Fico comme quelqu'un de neutre, c'est tout sauf la vérité. On voit mal les négociations se dérouler à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, alors que Fico est totalement dans les mains de Poutine. Oui, mais... Il sera au défilé du 9 mai 2025 sur la place rouge à Moscou, et il a déjà déclaré que si jamais Poutine venait dans son pays, alors même qu'il est recherché par un mandat d'arrêt international de la CPI, et que la Slovaquie a ratifié le statut de Rome, il ne l'arrêterait pas. Donc c'est pas un acteur neutre du tout. Il nous affaiblit tous collectivement. Il nous fait tous passer pour des idiots. Fico par la même. Il est membre de l'Union européenne. Et donc potentiellement, on a un membre de l'Union européenne qui dit « Ok, très bien, rien à faire de tout ce que vous pouvez dire, de tout ce que vous pouvez penser. Les négociations, ce sera sur le sol européen. » C'est vraiment fou, mais c'est pas impossible en plus. C'est un allié objectif et parce qu'il ne l'arrêtera pas, Poutine. Il y a un mandat d'arrêt. Non, il l'arrêtera pas. Fico n'arrêterait pas. Il l'a dit en tout cas. Bien sûr que non. Juste, moi, il y a une autre petite chose qui m'a pas mal intriguée quand même. Moi, j'ai vu une petite porte claquée au nez de Trump dans les prises de position de la Russie ces dernières heures. Pourquoi ? Parce que Poutine a répondu à la demande d'un journaliste de commenter la suggestion faite début novembre par un membre de l'équipe Trump de retarder de 10 à 20 ans l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et Poutine l'a déclaré déjà que Biden avait déjà fait la même proposition et que lui, peu lui importe que l'Ukraine elle rejoigne l'OTAN, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans. Moi, pardon, Guillaume, est-ce que vous partagez cette analyse, l'impression qu'il vient de claquer une petite porte au nez de Trump, dont on ne comprend pas très bien la stratégie. Est-ce qu'on est en train, en revanche, de comprendre que ça ne va pas être si simple, que ce n'est pas parce que c'est Trump que Poutine va être un tout petit peu plus docile ou facile ? Oui, je pense que, de toute façon, ce point de l'adhésion à l'Ukraine, c'est un point clé. C'est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, un autre point de désaccord entre les Européens et les Américains. Les Européens, notamment la France, voudraient que l'Ukraine entre vite dans l'OTAN et Washington, comme d'ailleurs la République fédérale d'Allemagne, sont beaucoup plus réticents. Et Poutine, effectivement, il se dit, mais est-ce que c'est le moment, et c'est normal, avant une négociation, vous mettez la barre le plus haut possible, à la fois en termes de conquête territoriale. C'est pour ça que la Russie fait une pression énorme sur le front ukrainien. Et ça, c'est pour le côté militaire, le côté territorial. Et puis, dans le côté diplomatique, il y a effectivement le point clé de l'adhésion à l'OTAN. Et là, Poutine essaie de regarder jusqu'où Trump peut aller, éventuellement reculer, mais il ne sait pas si ce sera efficace ou non. Est-ce qu'il n'est pas en train de le défier un peu, Trump ? J'ajoute une nouvelle étape dans ma discussion. Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné hier que la Russie, elle était prête à engager des consultations avec l'administration de Donald Trump pour résoudre le conflit, ok, mais que des discours, là je cite Lavrov, des discours vides de sens ne conviendraient pas à Moscou. Est-ce que ça ne fait pas quand même quelques avertissements lancés à Washington ? Je pense que Poutine se dit qu'il peut pousser son avantage parce qu'il y a un message très important qui a été envoyé par Trump, qui a mis plusieurs semaines avant de réagir, mais qui a expliqué qu'il était opposé à l'usage de missiles de moyenne portée américains dans les profondeurs du territoire russe, c'est-à-dire les fameuses attaques MS que Biden a autorisées à frapper. Enfin, c'est du matériel fourni par les Américains aux Ukrainiens. Les Ukrainiens les utilisent. Et Trump a dit, moi je suis contre ça. Et donc, Poutine se dit, ok, ce qu'il veut avant tout, c'est la paix. Ce qu'il veut avant tout, c'est que les États-Unis ne soient pas engagés trop longuement dans ce conflit, parce qu'il y a un mouvement isolationniste fort, notamment dans l'opinion américaine, et que donc Poutine se dit, c'est le moment de pousser mon avantage. Mais je pense que tant que Trump n'est pas aux affaires, on ne peut pas savoir quelle est la réalité du rapport de force, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est au pouvoir, c'est Poutine. Donc il est le seul à vraiment parler. Et donc il joue avec l'honneur, on l'aura tous compris, et il le fait également par la voix de Sergueï Lavrov. Vous nous en dites plus, parce qu'il met en cause la France.
notre intégrité quasiment dans les dernières déclarations. Oui, c'est vrai. Et Jérôme Garot, qui est notre correspondant à Moscou, a eu l'occasion de poser justement une question à Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse, c'était hier, et d'évoquer la rencontre organisée par Emmanuel Macron le 7 décembre dernier avec évidemment Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et voici la réaction du chef de la diplomatie russe à cette rencontre. Nos collègues français nous ont proposé d'établir le dialogue à travers des canaux non officiels, donc sans participation de l'Ukraine d'ailleurs. La France continue à dire qu'il faut continuer à taper sur la Russie pour que l'Ukraine ait des positions plus fortes pour négocier. Donc ce comportement ambigu ne nous donne pas l'envie de considérer sérieusement les initiatives de nos collègues français. Alors de son côté, la France réfute ces tractations secrètes. Une source proche de l'Élysée apprenait hier à LCI qu'aucun contact n'avait été établi à ce sujet avec la Russie. Tout avec les Ukrainiens, rien sans les Ukrainiens. Voilà ce que dit cette source. Une autre source, cette fois-ci diplomatique, affirme que les autorités russes regardaient son coutumière, je cite, de propos intempestifs qui visent à instrumentaliser une guerre d'agression dont elle porte l'entière responsabilité. Et cette source poursuit en disant que l'Ukraine a proposé une formule de paix que la France soutient. Une paix conclue sans les Ukrainiens ne pourrait être en aucun cas une paix durable. Merci beaucoup, Jordan. Oui, Tristan Banon. Oui, on voit que cette guerre, elle ne se joue pas que sur le front et que sur la question des négociations entre chefs d'État. Elle se joue aussi, c'est une guerre, on l'a dit souvent ici, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre de l'opinion. Et c'est intéressant de constater que parallèlement aux déclarations de Lavrov, qui essaye en fait de brouiller le message entre la France et l'Ukraine, alors qu'on sait que Volodymyr Zelensky, en plus, est plutôt assez proche du président Emmanuel Macron et qu'on imagine peu que d'un côté il lui envoie des Mirage 2000 et que de l'autre côté il négocie dans son dos. Cette nuit, il y a eu une attaque incessante de trolls russes qui ont essayé de convaincre l'opinion que l'Europe et la France étaient dépendants du gaz russe et que donc il fallait mieux se ranger du côté de la Russie que du côté de l'Europe. Et c'était assez intéressant à observer parce qu'il se trouve que hier soir, dans les tendances sur X, il y avait Arthur et les enfants de la télé et Sophia Aram. Et de façon, et c'est là où on reconnaît les trolls, c'est qu'ils prennent les mots-clés de tendance. Donc on avait ces mots-clés qui venaient agrémenter des tweets qui parlaient de l'alimentation en gaz de l'Europe et de la France. Et là, on reconnaît les trolls russes et les méthodes russes sont des trolls qui sont payés et qui sont là pour influencer l'opinion, pour que petit à petit, l'Ukraine se cornérise, en fait, qu'on se dise ça n'en vaut pas la peine, faisons le pari de la Russie. Les discussions par canaux non officiels, est-ce que ce n'est pas déjà le cas en réalité ? On va réécouter Didier François qui était à votre place, Xavier de Giacomini, juste hier, et il en parlait, regardez. Vraiment, c'est vraiment en train de se faire là maintenant. Voilà, il y a aussi des réunions avec les Russes qui sont prévues début janvier. Voilà, les choses sont en train de se discuter. À quel niveau ces réunions ça se passe entre qui ? Ça se joue à quel niveau ces réunions ? Ça se joue avec au niveau d'émissaires bien câblés sur les canaux de déconfliction qui ont été mis en place avant la guerre et qui fonctionnent depuis le début de la guerre. Donc, soyons pragmatiques. Ça existe déjà. On est toujours en contact en réalité avec les Russes par des canaux non officieux. Non officieux, dont on ne sait rien et dont Lavrov ne nous dit absolument rien. Et derrière canaux officieux, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais il y a toujours des contacts. Didier parlait à l'instant des canaux de déconfliction. Ça, ce sont des canaux très spécifiques, qui sont spécifiquement militaires, pour éviter une méprise, pour éviter qu'un incident n'embrase tout le conflit. Par exemple, si un avion russe est en ligne de mire d'un avion français ou inversement, puisqu'on sait que les avions russes, notamment au-dessus de la Baltique, par rapport à d'autres avions de l'OTAN particulièrement, font des manœuvres extrêmement peu amicales, voire même très dangereuses. Ça, c'est pour la partie militaire. Pour la partie diplomatique, il y a toujours des discussions, mais qui sont totalement non officielles, qui n'impliquent pas la France à la limite, qui ne seraient pas reconnues par Paris. Mais là, ce que je vois dans l'attitude, les propos de Lavrov, qui ne sont absolument pas intempestifs, c'est tout à fait prévu. C'est un plan machiavélique qui est en place depuis le début. J'allais dire depuis 2022. Non, il est en place depuis 2004, même pas 2014. Il faut récupérer l'Ukraine. Et pour cela, tout
est envisageable. Il y a la menace nucléaire qui revient à intervalles réguliers. Et depuis le début, vous avez noté, il y a aussi cette petite musique des négociations qui parfois sont portées par quelques idiots utiles plus ou moins appointés par la Russie ou pas, d'ailleurs qui le font juste pour leur propre intérêt, leur propre faire-valoir, de négociations qui sont toujours à sens unique. En fait, ce ne sont pas de négociations dont parlent les Russes, je le redis, c'est de capitulation pure et simple de l'Ukraine, à telle preuve que les oblasts qui seraient concernés par les négociations, on va même laisser de côté la Crimée, mais ne sont pas encore conquis par les Russes, mais sont déjà intégrés dans la Fédération de Russie et dans sa constitution. Il dit que nous sommes dans l'ambiguïté. Posons-nous la question jusqu'au bout. Entretenons-nous, la France, oui ou non, une forme d'ambiguïté? Alors, dans le discours officiel, non. Le président de la République a encore reçu Volodymyr Zelensky juste avant de partir à Mayotte et il a réaffirmé l'alliance forte, indéfectible avec l'Ukraine, en donnant d'ailleurs des manifestations concrètes, notamment des engagements de former davantage encore de militaires ukrainiens sur le sol français. Mais s'il y a une ambiguïté, c'est une ambiguïté ancienne. C'est l'ambiguïté du début du conflit. Quand Emmanuel Macron disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie, quand il disait qu'il fallait continuer à avoir des liens. Et je pense que la diplomatie russe, qui suit de très près la situation française, c'est deux choses. La première, c'est qu'Emmanuel Macron adore se mettre en scène comme étant un faiseur de paix au niveau mondial. Vous vous souvenez de ces diverses initiatives, il y en a eu au Liban, il y en a eu beaucoup d'autres, avec des succès d'ailleurs assez mitigés, mais enfin c'est pas le sujet. Et donc Lavrov se dit, mais Emmanuel Macron a sûrement la tentation de se dire, là je peux jouer un rôle. Et donc il lui envoie un petit message en disant, ah ben on se parle, sous-entendu on pourrait peut-être se parler davantage. Et peut-être que les Russes se disent que Emmanuel Macron a d'autant plus envie de jouer un rôle international fort qu'il est totalement discrédité sur la scène intérieure depuis la dissolution et que donc ce serait peut-être un moyen de retrouver une forme de prestige auprès de ses concitoyens français. Ils veulent nous déstabiliser, ils veulent nous mettre en difficulté, ils veulent nous diviser, mais ça marche ? Sergueï Lavrov, il parle aussi, non pas seulement peut-être un appel indirect à Emmanuel Macron, mais à l'opposition, à Marine Le Pen, à ceux dont il estime qu'elles prendront peut-être un jour le pouvoir en France et qui auront une autre position diplomatique sur le conflit en Ukraine. Je sais pas, on a oublié, c'était en 2014, c'est pas si vieux, le faux référendum en Crimée pour annexer la Crimée à la Russie. Je sais pas si vous vous souvenez, cette délégation bidon qui avait été convoqué par les Russes pour venir voir, observer les élections en Crimée. C'était Thierry Mariani, député européen, RN aujourd'hui, qui était venu pour prouver aux yeux de l'Occident que les élections s'étaient déroulées parfaitement et que tout était parfaitement démocratique. Voilà, Lavrov, il sait qu'il peut compter aussi sur des idiots utiles en France qui vont l'aider à développer cette espèce de poison de la pensée diplomatique française.